Donc, qu'est-ce que le coaching individuel? Comment ça se passe? Et je vais poser la même question que j'avais posée à Régis. Généralement, dans quel cas on fait appel à un coach? Merci Aude. Alors, le coaching individuel, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup actuellement, principalement pour des cadres, pour des managers, pour des cadres supérieurs. Nos clients sont principalement des DRH et qui nous appellent pour développer finalement les capacités et les aptitudes d'un manager. Cette conférence, effectivement, est centrée sur les suites de l'enquête RH. Donc, nous intervenons aussi en complément des médiateurs, des psychologues, suite à des enquêtes. Voilà, je dirais que ça représente environ 20% de notre activité. Les 80 autres % de notre activité concernent des demandes d'intervention des DRH qui souhaitent développer le potentiel de leurs managers, de leurs talents et de leur cadre supérieur. Alors, je vais vous parler mon intervention va intervenir sur deux parties. La première partie qui va être une intervention qui va présenter le coaching, ce que c'est que le coaching et le cadre dans lequel s'effectue le coaching. Et la deuxième partie, je vous proposerai un exemple sur lequel je suis intervenu dernièrement. Avant d'intervenir, je voulais vous partager une enquête que nous avons réalisée tout dernièrement sur le sujet du leadership. Nous avons interrogé de manière qualitative une vingtaine de DRH sur les problématiques que rencontrent les managers quand ils prennent des postes plus importants, quand ils prennent des postes de dimension plus importante. Donc ce sont des collaborateurs, des managers qui ont des équipes de 5, 8, 10 personnes et qui tout d'un coup prennent des équipes multipliées par 2, 3, voire 4. Et ce que nous disent les DRH, très intéressant, c'est que finalement, les problématiques des managers, c'est qu'ils finalement, ils n'ont pas tout à fait les qualités managériales requises pour animer ces équipes-là. C'est-à-dire qu'ils savent, ils ont des défauts en termes de management, bien évidemment, mais en termes d'animation, en termes de capacité à faire adhérer, capacité à motiver, capacité à embarquer, et qu'ils ont aussi des capacités, des difficultés à donner du sens. Ça représente environ 33% de ce que nous disent les DRH. Ensuite, deux autres points qui sont très importants, c'est que ces managers manquent d'assertivité, manquent d'autorité naturelle, de capacité à s'imposer, et finalement, ils manquent de légitimité. Le deuxième point, c'est que finalement, les DRH remarquent aussi que certains managers, pas tous, mais encore une fois certains, manquent de courage managérial, c'est-à-dire la difficulté à décider, difficile à assumer les fonctions, les décisions qui ont été données par le comité de direction, et qui ont aussi des difficultés à porter des décisions difficiles, notamment quand il s'agit de faire bouger les personnes, quand il s'agit de se séparer de quelqu'un, ou tout simplement de prendre des décisions quand il y a une personne qu'il connaît et pour laquelle la décision peut être difficile. Voilà. Tout ça, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que, comme le disait Jamila tout à l'heure dans l'introduction, manager c'est difficile et tout le monde n'a pas les qualités, n'a pas les capacités requises pour être manager, surtout on sait dans des contextes difficiles que l'on traverse actuellement. Et donc, assez naturellement, on peut comprendre qu'il y a des dysfonctionnements de management concernant effectivement ces managers qui n'ont pas ni les aptitudes, ni le manque, ni le leadership, ni la capacité à porter des décisions difficiles. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça implique auprès des équipes? Eh bien, ça peut impliquer effectivement un certain nombre de souffrances. Et on en a parlé tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il y a des psychologues, et c'est pour ça qu'il y a des médiateurs qui interviennent. Alors, le coaching est là, effectivement, pour accompagner le manager, pour l'aider à se développer, et pour lui permettre d'être performant, et aussi de construire un cadre structurant pour que ces équipes, finalement, développent de la performance, et aussi travaillent dans un esprit de bien-être et de sérénité. Voilà. Alors, le coaching, qu'est-ce que c'est? La première définition, la plus simple que je pourrais vous donner, elle est la suivante, je ne sais pas si vous la voyez sur les écrans, mais finalement, le coaching en entreprise est un travail qu'effectue un coach avec un salarié ou une salariée dans un nombre de séances limitées et en face à face, et pour lui permettre de développer des aptitudes et des comportements
managériale, en fait, qui ne révèle pas d'une compétence technique. Donc là, on est vraiment pour développer ce que l'on appelle des aptitudes et des comportements, clairement. Et pas le métier en lui-même. Moi, j'accompagne des DAF, j'accompagne des DRH, j'accompagne des directeurs commerciaux. Je ne m'occupe pas de leur métier. Par contre, je vais m'occuper de la manière dont ils vont manager, dont ils vont motiver leurs équipes et dont ils vont aussi développer leur leadership pour pouvoir faire que l'équipe va être performante. Bien évidemment, au cours de ces séances, le coach va faire appel à un certain nombre d'outils qu'il connaît. Alors on peut en citer, vous en connaissez, la process communication, l'analyse transactionnelle, la PNL et puis bien d'autres. Le coach a plein d'outils pour finalement permettre au manager de surmonter son problème, de s'adapter à la situation professionnelle. Et l'objectif final, c'est que le manager soit performant et finalement soit autonome, et qu'au bout d'un certain nombre de séances, il n'ait plus besoin de notre action. Voilà. Alors, le deuxième point que je voulais vous partager, c'était finalement le coaching. On parle beaucoup de coaching actuellement et on met vraiment un petit peu tout et n'importe quoi dans le coaching. Alors, ce que je voulais préciser, c'est surtout ce que ce n'était pas un coaching. Alors, ce que n'est pas un coach, d'abord, ce n'est pas un formateur, parce que il n'a pas l'objectif de transmettre des connaissances ou un savoir-faire. Le coach n'est pas un thérapeute, comme on l'a vu tout à l'heure. Son métier n'est pas de guérir une souffrance proprement dite, et surtout, il n'est pas d'aller dans le passé de la personne pour revisiter son histoire ou son passé. Le coach, il va de temps en temps, mais ce n'est pas l'objectif. Le coach, il est vraiment dans le temps présent et dans le temps futur. Et puis, ce n'est pas un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui va, ou un modèle, ce n'est pas un tuteur qui va transmettre son expérience. Et ce n'est pas non plus un consultant qui va donner des conseils. Et ça, c'est une posture très particulière du coach, et que le coach, on dit qu'il a une posture basse, c'est-à-dire qu'il a la conscience que finalement, c'est son coaché, son manager, qui a la solution, et le coach va aider le collaborateur, le manager, donc, à trouver ses propres solutions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental. Et donc, le coach va faciliter l'émergence des propres solutions du coaché. Voilà. Pour justement développer son autonomie. Sinon, en fait, le manager sera toujours dépendant du coach, alors que c'est absolument pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est bien évidemment que le manager soit complètement autonome. Alors, quelques éléments sur peut-être les raisons, finalement, pour lesquelles on fait appel à un coach. Elles sont assez nombreuses, bien évidemment lors de nouvelles responsabilités. Ça peut être aussi lors d'un changement de fonction, lors d'une situation complexe ou difficile. Bien évidemment, ça peut être après un 360 degrés ou après un feedback. Ça peut être dans le cadre d'un plan de développement personnel. Je dirais aussi quand on voit que des aptitudes ou des comportements habituels ne sont pas adaptés. C'est un petit peu l'objet de notre réunion aujourd'hui. Du constat que l'on voudrait mais qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a tous, bien évidemment, nous, envie d'être plus performants, plus efficaces, mais tout seul, on ne peut pas y arriver, donc on a forcément besoin d'un tiers. Tout à l'heure, on disait de quelqu'un de neutre. Effectivement, c'est bien le cas. On a besoin de quelqu'un de neutre pour nous permettre effectivement d'évoluer. Et puis, bien évidemment, les situations que l'on rencontre, qui sont la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire des situations où, après une médiation, on se rend compte qu'il y a un besoin de développer les aptitudes du manager. Alors, très simplement, je dirais qu'il y a 4 grands thèmes d'intervention, pour simplifier, sur lesquels nous intervenons. La première, c'est la dimension managériale. Bien évidemment, c'est la capacité à développer la capacité du manager à décider, à déléguer, à motiver, à faire adhérer, mais aussi à gérer les conflits et à entraîner ses équipes. Ça va être aussi sa dimension personnelle. Ça, c'est une dimension très importante, parce que pour être manager, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne estime de soi-même, et donc on va aussi travailler sur ce sujet-là. Il faut aussi travailler son charisme, son aisance naturelle, et aussi sa légitimité.
On rencontre beaucoup de managers qui sont nommés et qui malheureusement ne se sentent pas légitimes. On le voit plutôt sur les jeunes managers. Mais bon, ce sont des situations qui existent et il faut accompagner le manager pour lui permettre de développer son aisance et son assertivité. Et puis aussi une dimension relationnelle. On le voit bien avec la crise du Covid. Ça a posé énormément de problèmes. On s'est aperçu qu'il y avait des managers finalement qui n'étaient pas présents, qui ne savaient pas être à l'aise dans des situations où finalement on était en télétravail. Et donc la relation est excessivement importante et le manager va développer grâce au coaching sa dimension relationnelle. Et puis une dernière dimension qui est aussi très importante, sur laquelle je travaille beaucoup, qui est la dimension de la gestion des émotions. On voit bien qu'aujourd'hui, on travaille dans des contextes qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus contraignants, avec des managers qui ont des charges de plus en plus lourdes, avec des délais qui sont de plus en plus contraints. Et donc c'est vrai que la gestion des émotions, la gestion du stress est une problématique de plus en plus actuelle. Moi, je travaille aussi depuis plusieurs années sur le sujet de la résilience, c'est-à-dire c'est comment permettre à un manager de rebondir après des difficultés ou dans des environnements qui sont difficiles, et en tout cas, comment l'aider à maintenir en fait un niveau de performance continu pour lui permettre justement d'être performant, mais aussi pour faire en sorte qu'il constitue un environnement de bien-être et de sécurité pour ses équipes. Alors, les bénéfices, je vais peut-être en parler très rapidement. Gagner en confiance en soi, ne plus procrastiner, prendre des décisions de manière sereine, éviter le stress et la baisse d'énergie, gagner en concentration. Bref, beaucoup de points positifs qui vont l'aider à être performant. Mais je dirais que surtout, finalement, le coaching pour moi, ça va permettre à quelqu'un de révéler finalement le meilleur de lui-même. L'objectif, ce n'est pas de faire que le coaché devienne une machine qui réponde à des attentes de l'entreprise, c'est plutôt d'aider le coaché, le manager, à devenir lui-même, de manière à ce qu'il soit le mieux dans sa personnalité et qu'il délivre la meilleure performance qu'il puisse délivrer, encore une fois, dans un état de bien-être. Alors, le coaching est encadré. On a vu que la médiation l'était, on a vu que l'aspect psychologique on l'avait. Nous sommes très encadrés avec un code de déontologie très important. Nous sommes rapprochés du Syntec, qui est notre organisme de référence et qui a décrit un certain nombre de codes qui sont des codes déontologiques. La première chose, c'est que il faut absolument que le coaché soit libre. C'est absolument essentiel et qu'il soit d'accord pour effectuer un coaching. Tant qu'il n'est pas d'accord, ça ne fonctionnera pas, puisqu'on va lui demander de faire un travail personnel sur lui, de remise en question, qui est un travail qui peut être très profond, parce qu'on peut l'amener, on le verra tout à l'heure, mais à travailler sur lui, sur son système de croyance, sur ses valeurs, sur ses convictions. Et donc ça peut être aussi puissant et aussi fort parfois qu'une psychologie ou qu'un travail thérapeutique. Donc il faut vraiment qu'il soit libre et qu'il accepte cette démarche. Il faut aussi bien évidemment qu'il y ait des indicateurs et des objectifs qui soient précis, puisque tout ça c'est encadré, on le verra. On ne travaille pas, je dirais, à la volonté uniquement du manager, non, c'est très encadré. Il y a des objectifs qui vont être identifiés, on le verra tout à l'heure, et des indicateurs de résultats qui vont montrer effectivement que le coaching va avoir des résultats, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais ça, c'est absolument indispensable. On se lance dans un coaching avec, si je peux en parler maintenant, avec un constat qui est fait par la DRH ou qui est fait par le manager. On établit des objectifs qui vont être des objectifs à 6-9 mois en termes de changement de comportement, et on va mesurer ces changements de comportement avec des indicateurs. Des indicateurs qui sont des indicateurs comportementaux, mais je le repréciserai tout à l'heure. Ensuite, il faut, comme l'a dit tout à l'heure Régis et Jean-Louis, il faut que ce soit dans un
dans un contexte où nous sommes certains que la confidentialité soit assurée. La confidentialité, ça va permettre aussi que, bien évidemment, le collaborateur va pouvoir se livrer, il va pouvoir exprimer véritablement ce qu'il ressent, sans inquiétude. Donc là, nous sommes vraiment soumis à ce devoir de confidentialité. Et il est important aussi qu'il y ait des points d'échange, 3 points d'échange, un point au démarrage où l'on cadre le coaching, un point intermédiaire où l'on fait une restitution, où en fait c'est le collaborateur qui va faire une restitution, le coach n'intervient pas, et en finale, une réunion de bouclage, c'est comme ça que l'on appelle, où l'on fait effectivement l'état des lieux pour vérifier que les objectifs et que les indicateurs de résultats ont bien été atteints. Et en fait, et aussi, pardon, si l'on s'aperçoit qu'il y a une problématique, on a toute la possibilité et toute la liberté de suspendre ou d'interrompre la mission. Voilà. Mais à l'origine, c'est l'employeur qui demande comment ça se passe concrètement? Alors très concrètement, oui, c'est effectivement l'employeur. Nos clients, ce sont des DRH. Et effectivement, ce sont les DRH qui nous contactent et qui nous disent, voilà, nous avons une problématique avec un manager. Et donc, nous rencontrons le collaborateur. Ça, je vais en parler peut-être tout à l'heure, mais je peux le dire maintenant. Effectivement, nous rencontrons le collaborateur pendant 1 heure ou 2 pour comprendre la problématique du collaborateur. Et nous, de notre côté, de nous assurer que le collaborateur est bien motivé pour entamer cette démarche, puisqu'effectivement, ça va être une démarche qui est quand même très, très personnelle, et donc il va devoir travailler. Et puis, s'assurer que nous aussi, nous avons bien la capacité à gérer cette problématique. Hein. On parlait tout à l'heure de personnes déviantes. Je dois dire que moi, si j'ai quelqu'un que je vois comme quelqu'un qui est pervers, je vais tout dire, moi, ça ne me concerne pas, je ne sais pas. Hein. Très clairement, nous, notre domaine d'intervention, notre champ d'intervention, il est sur les managers qui sont des managers maladroits. Il n'est pas sur le champ des managers qui sont malveillants. Hein, ça, je dirais que ça, je ne sais pas faire. Donc, à moi aussi d'avoir la liberté de dire, je prends, je sais faire ou je ne sais pas faire. Ça répond à votre question. Ouais. Comment on fait le diagnostic pour justement ségréguer les personnes dont tu penserais qu'ils relèvent du coaching et puis celles qui en seraient exclues au regard de ce que tu viens de dire? Alors ça, c'est un travail de proximité avec le DRH ou le RH ou le talent manager qui nous amène la problématique. Et puis, c'est après à nous. Alors, il nous explique effectivement le contexte et les raisons qui l'ont amené à proposer un coaching. Souvent aussi, c'est le collaborateur qui peut être aussi à la demande d'un coaching. Hein. C'est tout à fait, ça arrive très très fréquemment qu'un manager se dise, moi j'ai des difficultés à manager, j'ai besoin d'être accompagné. Voilà. Et puis, c'est le travail du coach, hein, c'est son expérience, qui finalement va se dire, là j'ai en face de moi quelqu'un effectivement qui est quelqu'un qui est maladroit ou quelqu'un qui est déviant. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est un exemple que j'ai eu et je vais vous en parler tout à l'heure. C'est quelqu'un qui était suspecté de harcèlement. Et quand la DRH m'a proposé ce coaching, je lui ai dit, écoutez, il faut que je vois parce que si c'est quelqu'un qui est vraiment harceleur, moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas travailler là-dessus. Voilà. Et donc je l'ai rencontré et je me suis aperçu que finalement, que c'était quelqu'un qui était tout à fait, je dirais, qui était bien, entre guillemets, pardonnez-moi, j'ai pas le bon mot, mais qui était un bon manager, mais qui était très maladroit. Voilà. Et ça, c'est vraiment le travail du coach et du DRH, de travailler ensemble pour bien effectivement analyser la problématique et de se dire, est-ce que ça dépend d'un coach? Est-ce que le coach peut aider le manager ou si ça dépend pas de lui? Voilà. Hein. Le coach n'est pas... il ne peut pas tout faire, hein. Il n'est pas un chien. Justement, est-ce qu'il peut, parce qu'il y a une question, et ça me fait penser à une autre. Alors la question c'était comment améliorer la légitimité d'un manager alors qu'il n'a aucun point sur le levier de la rémunération. Et ça me fait penser en fait cette question par rapport à ce que vous dites. Là, donc vous entre guillemets, alors je vais employer directement, vous faites le tri entre ceux que vous pouvez aider ou pas.
au niveau manager, mais aussi au niveau de l'entreprise. Est-ce que une entreprise qui a une mauvaise image de marque, où les managers n'ont aucun outil pour bien manager, est-ce que dans ces cas-là, vous prenez quand même? Alors ça, ce sont des cas que l'on traite généralement assez fréquemment. Parce que parfois, les managers n'ont pas toutes les latitudes et n'ont pas toutes les latitudes sur un aspect financier. Justement, c'est vraiment des problématiques. Alors, et donc là, il faut que le manager trouve des leviers de management autrement que l'aspect rémunération pour pouvoir accompagner. C'est effectivement sa problématique. Donc, on va l'aider effectivement pour développer la capacité peut-être à motiver, à s'adapter aux collaborateurs, peut-être aussi la plupart des cas, c'est à comprendre aussi finalement quel est le besoin du collaborateur, quelles sont ses attentes, quelles sont ses envies, de manière à pouvoir y répondre. Et puis il y a parfois, malheureusement, des situations où le manager n'a pas la possibilité d'augmenter, puisque c'est ça votre question, n'a pas les leviers. C'est un vrai problème, effectivement, pour le manager. Mais il y a beaucoup de managers qui sont dans des situations-là. Moi, ce que je dis là, sur les sujets que je ne prends pas, ce sont des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, normales, qui sont complètement déviantes. Toutes les autres, bien évidemment, on les prend. Et toutes les problématiques, on les prend. Voilà, c'est juste cette limite-là que je voulais préciser. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que, comme pour la médiation, on signe ou on entre, quand on entre en coaching, une convention de coaching avec des règles de savoir-être, de savoir-faire, auxquelles on souscrit en toute connaissance de cause ou pas? Comment ça se passe? Absolument. Absolument. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement un entretien avec le collaborateur. Ensuite, je rencontre le manager pour avoir une idée beaucoup plus claire du contexte. Ensuite, effectivement, on rencontre le DRH pour affiner encore plus la demande. Et lors de la réunion tripartite, on définit les objectifs et puis on définit les indicateurs. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contrat de collaboration dans lequel, effectivement, il y a des règles de fonctionnement, voilà, et notamment des règles de déontologie. Donc, et ce contrat, il est signé de manière tripartite ou quadripartite par le collaborateur, le manager ou le RH, et puis le coach. Donc effectivement, c'est extraordinairement, c'est très 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 bien encadré, absolument. Voilà. Tu parlais des compétences techniques tout à l'heure, de la PNL notamment. Oui. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors ça, ce sont des outils du coach. Alors c'est pas des, ça, ce sont les outils. En tant que coach, il y a une première base, c'est que le coach, il est formé. Moi, je suis formé à 2 écoles, à Paris 2 et à Mosaïque International, qui sont 2 écoles très connues. Ensuite, bien évidemment, le coach a un certain nombre d'outils qui va l'aider à faire son métier. La systémie, la PNL, l'analyse transactionnelle. Bref, l'idée, c'est que un coach va rencontrer une situation qui n'est jamais la même, avec des problématiques qui sont toujours différentes, et c'est au coach et de se dire, finalement, cette personne a une problématique, quel est l'outil que je vais pouvoir utiliser pour l'aider, à prendre conscience de sa problématique, et 2, pour l'aider à trouver des solutions. Donc, on est tous formés sur différents outils, et c'est à nous, en séance, finalement, de savoir quel est l'outil que l'on va utiliser. Et on est tous formés, moi je suis formé à tous ces outils-là, et on se forme régulièrement, bien évidemment, tout au long des années, de manière à enrichir notre connaissance. Une question, vous parlez que du coaching de manager, mais est-ce que ça existe aussi coacher les salariés pour les relations entre eux ou... Alors, moi, j'interviens plus effectivement sur des problématiques de management, mais oui, j'imagine qu'il y a effectivement. Oui. Est-ce que tu pourrais préciser peut-être Là, c'était une question. Oui. Est-ce qu'une démarche de coaching, ça va? Oui, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, moi, je travaille dans un contexte d'entreprise. Donc après, si l'entreprise effectivement demande à ce qu'on coach un collaborateur, on va coacher un collaborateur. On peut avoir à coacher un expert.
Et en parallèle de ça, en dehors de l'entreprise, eh bien, il y a des coachs aussi qui sont qui peuvent intervenir à titre personnel si, bien évidemment, des collaborateurs en ont besoin. Jean-Louis ? Oui, alors là, on touche un sujet un petit peu plus délicat. C'est-à-dire, on coach souvent des managers et rarement des collaborateurs, en fait, hein, dans la réalité des choses. Oui. Pourquoi? Parce que la formation de coach, elle a un coût énorme et que l'entreprise, elle regarde aussi ce côté-là. Donc souvent, le collaborateur, ça se résume à un entretien qui peut être bien mené, je veux dire, hein, mais c'est pas souvent, enfin rarement du coach de collaborateur. C'est plutôt des entretiens ou du suivi psychologique, mais on parle rarement de coaching de collaborateurs. Ça peut passer aussi par la formation. Pardon. Donc on va poursuivre sur votre présentation. Après, en complément, effectivement, il y a souvent pour les collaborateurs, c'est des fois des formations un peu collectives qui viennent aborder ces sujets-là, mais le coaching, ça reste individuel et personnalisé en général. Alors, autre point pour continuer sur l'aspect déontologie qui est vraiment important. Le coach, il s'engage effectivement à apporter un soutien vraiment indéfectible à son client. Hein. Il est là vraiment pour l'accompagner. Nous avons des ça marche bien, oui. Nous avons aussi des managers qui sont en souffrance, hein, et qui ont des difficultés. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces managers-là et de leur apporter un soutien pour les aider effectivement à optimiser leurs capacités et leurs ressources. Nous sommes garants de la méthodologie et du processus, et nous sommes dans une attitude d'écoute, de bienveillance, de respect et aussi surtout de non-jugement, ce qui est très très important. Je le disais tout à l'heure, un coach a des compétences, quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui est suivi, il a fait souvent un travail sur soi, ce qui est mon cas, et bien évidemment il est toujours engagé dans un processus de supervision dans lequel il peut, avec un autre coach, partager les difficultés qu'il peut rencontrer. Alors, je vais vous parler maintenant, et ça va répondre à la question de Aude sur la structuration de la démarche. La première étape, c'est la demande. La demande, elle est formulée en général par un DRH, un talent manager, un responsable ressources humaines, mais ça peut être aussi à la demande d'un manager suite à un entretien de one-to-one ou un entretien intermédiaire où le manager s'aperçoit qu'il a des difficultés. Donc là, je rencontre le manager pour comprendre sa problématique, je rencontre le manager N+1 pour comprendre le contexte dans lequel ça se situe, et je rencontre aussi le DRH qui va me donner des éléments sur l'entreprise, sa culture, et aussi, bien évidemment, sur la personne. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est de faire alliance, bien évidemment, avec le collaborateur, et c'est qu'il y a une confiance qui se crée. Et c'est le collaborateur qui va choisir de travailler ou pas avec le coach. Hein. Le collaborateur, il est bien évidemment libre de se dire, l'entreprise, elle me propose un coach, si ça me va, très bien, si ça ne me va pas, je vais en prendre un autre. Ensuite, nous organisons ce qu'on appelle un cadrage, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une réunion tripartite ou quadripartite où chaque personne va exprimer ses objectifs du coaching. Donc le collaborateur va parler en premier pour expliquer lui ce qu'il attend de son coaching, ainsi de suite pour le manager et ainsi de suite pour l'entreprise. Moi, mon rôle, il est de m'assurer que chacun puisse s'exprimer et aussi de m'assurer que les objectifs qui vont être définis dans ce coaching vont être des objectifs réalistes, atteignables. Nous on dit des objectifs SMART, hein, spécifiques, mesurables, atteignables, et aussi je dois m'assurer que ces objectifs sont motivants pour le collaborateur, puisque c'est lui qui va faire un travail personnel, donc il faut absolument qu'il soit engagé dans cette démarche. Suite à ça, nous identifions les objectifs, les indicateurs de résultats dont j'ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, il s'agit d'objectifs comportementaux. Hein. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez un manager, ou un talent manager, ou un cadre supérieur qui doit travailler sur sa gestion des émotions. Le constat, ça va être de dire, voilà, on a un cadre supérieur qui est stressé, pour plein de raisons, voilà, et nous souhaitons qu'à 6, 8, 9 mois, eh bien, ce cadre supérieur travaille
gagne en sérénité. Voilà, ça va être ça l'objectif. Et à quoi est-ce qu'on va pouvoir constater que le cadre supérieur finalement travaille dans un état de sérénité? Eh ben, on va pouvoir voir, déjà, c'est un manager qui prend plus de temps pour écouter ses équipes. C'est quelqu'un qui parle, par exemple, plus lentement quand il est devant une assistante et devant un micro. C'est quelqu'un, on voit qu'il a un body language qui est beaucoup plus adapté. Avant, il était recroquevillé, avant, il regardait ses notes, et là, tout de suite, on voit qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise en réunion. Et puis, on va pouvoir constater aussi, finalement, l'impact du coaching sur son environnement. On va se dire, avant, lui, il était stressé, donc ses équipes, finalement, étaient stressées aussi, et aujourd'hui, on constate que ses équipes sont beaucoup plus sereines. On constate qu'il y a beaucoup plus de bien-être, que les gens communiquent davantage, etc. Donc, le coaching, on va pouvoir le mesurer sur le comportement à la fois du manager et à la fois au niveau de ses équipes. La troisième étape, c'est vous m'arrêtez si Aude, si vous avez des questions. Ensuite, donc viennent les séances de coaching. Alors, une séance de coaching, ça dure en général 1h30, ça dure 2 heures à peu près. Et donc là, la personne va venir avec une problématique et on va traiter cette problématique et la personne va ressortir de cet entretien avec une solution qu'il aura lui-même trouvée. Encore une fois, le rôle du coach, il est de faire émerger des solutions par le coaché, parce que nous, on a la conviction que c'est le coaché qui a ses propres ressources et ses propres solutions. Donc c'est vraiment un travail qui a cet objectif-là. On laisse passer 15 jours en général ou 3 semaines, et la séance suivante, eh bien, on va échanger avec le collaborateur pour voir finalement s'il a bien mis en œuvre ce qu'on lui a proposé de mettre en œuvre, comment ça a fonctionné et qu'est-ce qu'il faut éventuellement rectifier. Donc on est vraiment dans une logique de test and learn, où le manager doit mettre en place des nouveaux comportements. Qui sont ces nouveaux comportements pour voir si c'est effectivement efficace. Voilà. Généralement, un coaching, ça dure c'est très large, parce que ça dépend vraiment des personnes, mais je dirais un cadre complètement classique aujourd'hui, c'est entre 6, 8, 9 mois. Ça va vraiment dépendre de la problématique. Et en général, ça peut être une dizaine de séances, mais ça peut être aussi beaucoup plus court en fonction de la spécificité et de la difficulté, et aussi du budget. C'est finalement à nous de définir le temps optimal que l'on pense pour aider le manager à solutionner sa difficulté. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Il y avait une question. Oui, ma question c'est vous avez dit beaucoup de choses sur le coaching, ce que c'est, ce que ce n'est pas, etc. Alors c'est de la formation sans l'être un peu, ce qui n'est pas formateur le coach, mais c'est quand même de la formation à travers des nouveaux comportements. Mais dans les entreprises, l'idée de l'entreprise du N+1, du DRH, peut être sans être naïf, une envie d'aller vers en justifiant une insuffisance professionnelle. Ça peut être cela. Est-ce que vous prenez compte de cette démarche-là qui peut aboutir à cette finalité? Et ma question, la voici, c'est sur les 2 slides précédents, vous avez rappelé un peu comment cela se formalisait à la fin, ce qui pouvait être dit avec toujours cette notion de confidentialité, un peu comme la médiation tout à l'heure, la confidentialité, mais à quel moment vous formalisez, puisqu'à la fin il y a un rendu, ce que j'ai vu sur la slide, et ce rendu, il va être quand même utilisé d'une manière ou d'une autre pour vous hocher la tête, alors je vous laisse répondre. Merci. Oui. Alors, je vais peut-être y venir tout de suite. C'est très important ce que vous dites. Tout à l'heure, on parlait de confidentialité. Il faut vraiment qu'on reste dans ce cadre-là. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la formation. Ce n'est pas de la formation. Ce n'est pas de la formation. On n'est là pas pour donner des recommandations. Notre travail consiste vraiment bien à ce que la personne prenne conscience de la problématique qu'elle a, à travers nos échanges, à travers nos confrontations, et de l'aider à trouver sa propre solution.
Donc ce n'est pas, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très différent effectivement de la formation. C'est vraiment très différent. Hein. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la confidentialité. Il n'y a pas de retour. Je ne fais pas de retour. Il y a effectivement une réunion tripartite à la fin du bouclage, à la fin du coaching, pardon. Mais c'est le collaborateur qui va primo expliquer comment il a vécu ces séances de coaching, voilà, qui va donner des exemples sur les améliorations qu'il a faites, voilà, et c'est uniquement lui qui va parler. Donc, très clairement, il n'y a aucun delivery, il n'y a pas de rapport, voilà, parce que tout est absolument confidentiel, voilà. Hein, donc, c'est le collaborateur qui va faire son retour, son feedback, finalement, de ce qui s'est passé pour lui pendant ces 6 à 9 mois d'accompagnement, avec des exemples le plus concrets possible, bien évidemment. Hein. Et à ce moment-là, le manager, lui aussi, va pouvoir dire, ben moi j'ai constaté que effectivement, tu étais beaucoup plus proche de tes équipes. J'ai constaté effectivement que quand tu étais en réunion, tu te sentais beaucoup plus serein. J'ai constaté que quand tu étais en comité de direction, bah, tu prenais beaucoup plus facilement la parole qu'avant. Voilà. Et pareil, va faire le DRH va faire pareil. Voyez. Donc ce sont des constats, et ce sont des constats sur des comportements. D'accord. Et je profite vraiment pour une dernière question pour vous avez donc la demande initiale faite par le commanditaire, l'employeur. Vous recevez ensuite la personne, le coaché. Mais à quel moment, parce que l'image d'Épinal du coach, c'est celui qui est juste derrière l'épaule, que l'on voit pas, mais qui observe et qui ensuite débriefe. Est-ce que vous assistez à des réunions, des situations où votre coaché, pour le voir réellement en action, ou bien c'est que les propos que l'employeur a tenus en préambule et ensuite le coaché? Voilà. Est-ce que vous observez des choses in situ? Personnellement, non. Non, je sais que certains le font. Personnellement, je n'ai pas cette expérience-là. Voilà. Nous, on s'appuie beaucoup sur la confiance qui se crée entre le collaborateur et nous. Donc, la réponse est non. Hein. Et je ne sais pas vraiment si ça se passe. J'ai pas d'idée là-dessus. Voilà. Une question, est-ce que les directions nomment des managers qui n'ont pas la formation nécessaire pour devenir légitimes dans un délai raisonnable, de sorte qu'un bon coaching est inopérant? Alors en fait, est-ce que des fois il y a des managers donc qui sont nommés, où le cap est trop haut, et la difficulté c'est en peu de temps, il perd sa légitimité auprès de son équipe? Alors oui, toutes les situations existent et notre rôle justement, je le disais tout à l'heure, il est de s'assurer que la demande est réaliste. Prenez l'exemple des footballeurs. Tous les footballeurs ne vont pas devenir de bons capitaines, ne vont pas devenir de bons coachs. Hein. Tous les footballeurs de la France entière ne vont pas devenir des Zidane. Donc, c'est à nous aussi, en tant que coach, à expliquer aux DRH ce qui est attendu et de leur dire faites attention, là, vous avez peut-être des exigences qui sont peut-être un peu trop élevées. Voilà. Hein. Notre objectif, c'est que le coaching fonctionne. C'est ça notre objectif, en tant que pour l'entreprise et aussi pour nous en tant que consultant, enfin que coach, parce que notre objectif, c'est de continuer à travailler avec l'entreprise. Donc, moi, mon rôle, c'est d'assurer que j'ai une demande qui est réaliste et que je vais pouvoir mettre en œuvre, puisque, bien évidemment, je m'engage en tant que coach sur des objectifs. Donc, il faut que ces objectifs soient réalistes. Voilà. Et lorsque tu as une commande qui est réaliste avec un candidat qui est éligible au coaching, mais que tu te rends compte à l'épreuve donc que c'est impossible de le coacher. Oui, alors là, on dit non. Là, moi, je me souviens très bien d'avoir accompagné, enfin d'avoir rencontré un manager qui avait 56 ans et plus, et quand je l'ai eu en entretien, il m'a dit bon, écoutez, on comprend, on est d'accord, mais vous savez, c'est pas à mon âge que vous allez me changer, donc ok, je suis un peu directif, mais bon, allez, on échange, on se parle, mais
Alors je lui dis écoutez, moi c'est pas pour moi, je sais pas faire. Hein. Donc je comprenais très bien que là il n'avait pas envie véritablement de faire un travail sur lui-même, ni de progresser, ni d'améliorer ses relations avec ses équipes. Donc là je lui dis c'est pas moi. Jean-Louis, tu veux dire L'accompagnement du manager lors de la prise de poste, c'est un sujet de fond. Hein, parce qu'effectivement, dans le cadre de parcours professionnel, beaucoup d'entreprises nomment des managers qui n'ont pas forcément, encore une fois, c'est pas un reproche, hein, c'est un constat, toutes les compétences. Et souvent, quand on commence à parler de coaching, effectivement, il y a une situation, des fois délétère qui s'est installée, et c'est très compliqué, même en coachant le manager, des fois de revenir. Ça arrive heureusement, hein, mais c'est compliqué parce qu'il y a une situation qui sont enquistées. Donc c'est un vrai problème de fond, l'accompagnement des managers. Et les entreprises souvent négligent ça. Et c'est vrai qu'au Prud'homme, on retrouve un nombre de cas non négligeables de licenciement de managers pour, entre guillemets, insuffisance professionnelle, qui sont en fait des manquements de l'employeur à son obligation de formation. Et ça se traduit souvent par des condamnations de l'employeur sur ces sujets-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et dans l'étude que nous avons réalisée dernièrement, on s'est aperçu qu'il y avait un pourcentage non négligeable de rupture suite à des prises de poste plus importantes réalisées par des managers. Et que, je vous donne quelques chiffres, mais qui sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. Entre 10 et 20% de non-succès de prise de fonction sur des postes plus importants. Voilà. Et c'est encore plus important sur des premiers niveaux de management. Voilà. Donc ça montre effectivement le besoin sans doute des managers à être accompagnés lors des prises de fonction, effectivement, que ce soit par de la formation, que ce soit par du coaching, que ce soit par n'importe quel type d'accompagnement. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les managers sont souvent formés au management après les premiers 6 mois ou premières années. Voilà. Alors, peut-être juste oui. Pour l'accompagnement des managers en prise de poste, ce qui nous paraît important, ce qu'on commence à mettre en œuvre, c'est la notion de tutorat. C'est-à-dire qu'un manager expérimenté, qui ne soit pas dans la ligne hiérarchique du nouveau manager pour qu'il puisse échanger librement, oui, soit là pour des entretiens réguliers à la demande, enfin pour partager là-dessus sur un retour d'expérience, un partage d'expérience. Tout à fait. Parce qu'effectivement, un certain nombre de managers en prise de poste se retrouvent rapidement en difficulté et l'accompagnement n'est pas toujours au niveau. Oui, on constate deux changements actuellement. C'est effectivement ce qui est dit à l'instant, et c'est aussi des équipes un peu plus courtes, parce qu'on s'aperçoit que quand les équipes sont trop importantes, eh bien ça peut engendrer des difficultés. Et donc là, on voit aujourd'hui des niveaux de management intermédiaires qui sont créés, de manière à ce que le manager ait moins de personnes à accompagner. Ça serait quoi le nombre maximal de personnes c'est par exemple, vous avez des managers qui se retrouvent avec 20 collaborateurs, c'est beaucoup trop, et donc à ce moment-là, soit on met des personnes intermédiaires qui peuvent être pas forcément des managers, mais qui peuvent être un peu plus des personnes qui vont aider, accompagner les collaborateurs pour supporter effectivement le manager. Voilà. Alors, par rapport à ce que vous disiez, il y a une question, alors peut-être plus pour Jamila, mais qui veut répondre, peut répondre. Est-ce qu'un salarié peut demander si son manager est formé, formé des demandes de preuves, et sur quoi porter cette formation? Oui, elle est particulière comme question, mais je voulais la poser. Là, il y a déjà un conflit. Il y a bien de médiation, là. Est-ce qu'un salarié peut solliciter la preuve que son manager est bien formé? Et sur quoi? Il n'a pas la possibilité de faire formuler une telle demande, sauf s'il est dans le cadre d'une instance judiciaire, auquel cas ça se passera différemment parce qu'on est dans le cadre d'une instance judiciaire et qu'il est possible qu'il puisse remettre en cause ses capacités d'encadrement, et auquel cas, s'il base une demande sur le déficit d'encadrement, il peut toujours demander par voie du contradictoire des éléments permettant d'établir l'inverse. Mais dans l'absolu, au quotidien, il peut pas demander effectivement le CV des uns et des autres. Et il peut pas demander si oui ou non ils sont correctement formés. La seule chose, c'est que il peut lui-même investiguer en regardant les profils professionnels sur les réseaux sociaux dans lesquels les réseaux, mais tu me dis ça. Les réseaux professionnels dans lesquels il peut s'enquérir tout seul des informations
qui circulent librement pour le coup et qui sont connus du grand public, puisque c'est le cas. Après, s'il y a une demande, 2 demandes, 3 demandes, 4 demandes de plusieurs salariés par rapport à un manager, là, il faut. Il y a des demandes d'amis, il ne faut pas qu'ils se sentent flattés, non. Oui. Faut qu'il imagine qu'il est un peu traqué. Oui, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Le salarié, il attaque l'employeur. Et c'est à l'employeur après de démontrer que son manager a été formé en conséquence. Voilà, on retouche l'obligation de sécurité de résultat. D'autant plus s'il y a plusieurs demandes récurrentes de plusieurs salariés qui demandent si le manager a été formé, ça devrait à moins attirer l'attention de l'entreprise en disant il y a peut-être un problème quelque part, j'ai peut-être des choses à faire. Tout à fait, on voit bien que, on peut deviner que le sujet, c'est pas la formation du manager, c'est la relation avec le manager. Absolument. Ça, c'est le médiateur qui parle. Oui. Il y a reformulé, là. Alors, sur le coaching, Pascal. Alors, oui, Aude, je vais peut-être donner un exemple peut-être très concret là, qui est un exemple que j'ai réalisé dernièrement. Donc, on l'avait appelé Monsieur Turbigo, puisque nous sommes rue de Turbigo dans Paris. Alors là, le contexte en fait, c'est une entreprise industrielle, un grand groupe industriel, donc voilà, je vais vous lire. Monsieur Turbigo donc manage une équipe de 6 à 8 personnes au profil d'experts. L'élément déclencheur du coaching est dû à l'arrêt de travail d'une des collaboratrices de Monsieur Turbigo pour cause de souffrance au travail. Donc on est bien dans le contexte d'aujourd'hui, et la relation managériale faisant partie de cette souffrance. Un accompagnement collectif a été mis en place et a abouti à un diagnostic de fonctionnement et des pratiques d'équipe. Suite à une restitution d'un plan d'action, a été proposé un accompagnement de coaching pour Monsieur Turbigo. Voilà. Alors, le contexte est le suivant. Monsieur Turbigo est un manager, il a environ 55 ans et plus. Il accompagne une équipe de 6 à 8 collaborateurs avec des experts très autonomes et d'autres collaborateurs qui le sont moins. La DRH m'a demandé effectivement si je pouvais prendre ce coaching parce qu'il y avait des soupçons de harcèlement, et je lui ai dit effectivement je veux bien d'abord rencontrer Monsieur Turbigo, et je me suis aperçu que là c'était quelqu'un qui était maladroit dans son mode de fonctionnement. Et donc nous avons travaillé sur nous avons organisé une réunion quadripartite effectivement, et nous avons défini des objectifs, ceux que vous voyez. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais premier objectif, effectivement, étant de mieux équilibrer la gestion du temps entre expertise et management, puisque Monsieur Turbigo, en fait, avait 2 activités. Il avait une activité technique qui lui prenait beaucoup de temps, et une activité management. Et l'activité technique, finalement, lui prenant beaucoup de temps, il délaissait finalement un petit peu ses collaborateurs. En termes de personnalité, cette personne est quelqu'un de très exigeant, très autonome et extrêmement orienté sur les résultats. Et donc peut-être un petit peu moins centré sur la manière dont s'obtiennent les résultats. Donc en 2 mots, c'est quelqu'un qui est assez peu à l'aise dans donner de la reconnaissance, donner des feedbacks positifs. Il est plutôt dans voir ce qui va pas plutôt que voir ce qui est bien. C'est important à comprendre parce que c'est notamment ce qui a abouti à un burn-out. Voilà. Et donc les objectifs de résultats, c'était davantage de temps passé au suivi de l'équipe. On a dit qu'effectivement il fallait qu'il y ait un rapport 70% management et 30% technique, ce qui était l'opposé, et puis davantage de points météo avec son manager, son N+1, de manière à ce qu'il puisse vraiment parler de l'état d'esprit d'équipe. Deuxième objectif, meilleure prise de recul, et comme indicateur, davantage d'ouverture et d'écoute avec ses collaborateurs, puisqu'effectivement, il ne prenait pas suffisamment de temps pour les écouter, et donc là, on a souhaité que à un certain timing, au bout de quelques mois, effectivement, il passe plus de temps avec ses collaborateurs, qu'il soit davantage perçu comme une personne ressource, alors qu'avant c'était plutôt quelqu'un qui était directif et que finalement ses collaborateurs n'allaient pas beaucoup solliciter. Autre indicateur de résultat, qu'il ait une meilleure connaissance
des leviers de motivation de chacun. Tout à l'heure, j'ai parlé de la process communication. C'est un outil qui permet notamment de comprendre quels sont les besoins des collaborateurs et qu'est-ce qui va faire qu'un collaborateur va bien fonctionner. Ça, ils ne les connaissaient pas, ils connaissaient, voilà. Et puis, finalement, un autre indicateur de résultat, c'est une relation plus fluide et de confiance et, in fine, une meilleure ambiance de travail. Hein. Ça, c'est l'objectif plutôt global que l'on va pouvoir constater sur l'ensemble des équipes. Voilà. Et donc, vous voyez, ça, c'est typiquement un contrat en fait de coaching où il y a à la fois des objectifs et à la fois des indicateurs de résultats. Voilà. Et donc, on est arrivé effectivement. Alors pour ça, on a eu juste besoin de 5 séances pour cette personne. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était très conscient de ses difficultés, mais qui avait besoin de se remettre en question. Et donc là, tout le travail finalement que j'ai fait avec lui a été un travail de questionnement de ses pratiques managériales. J'ai été à le challenger sur ses pratiques managériales. J'ai été aussi amené à lui poser des questions de finalement comment vous pourriez faire autrement. Voilà. J'ai été amené à lui faire prendre conscience des besoins de ses collaborateurs, qui étaient tous très différents. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'un manager individualisé. Voilà. Et malheureusement, Monsieur Turbigo fonctionnait sur un mode de fonctionnement qui était le sien et dont il avait l'habitude. Mais heureusement, c'était quelqu'un qui avait la capacité à se remettre en question et qui a accepté la manière dont je le challengeais positivement pour que lui, effectivement, puisse se dire, là, effectivement, je peux peut-être faire autrement avec certaines personnes. Et c'est comme ça que le coaching a fonctionné, il y a eu ses résultats, parce que il a effectivement lui-même accepté de se remettre en question et de modifier quelques modes de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être davantage à l'écoute. Pour certaines collaboratrices ou certains collaborateurs qui avaient besoin de feedback, leur donner du feedback positif en disant « je vois que tu as bien avancé sur ce projet-là » ou « là, je suis vraiment satisfait de toi ». Voilà. La reconnaissance est un élément indispensable aujourd'hui en entreprise, on le sait bien. Et donc voilà, petit à petit, nos réunions ont permis de l'aider à trouver son propre style. Voilà. En quelques mots, ce que je peux dire sur cet exemple-là. Merci. Alors, il y a une question. Comment se positionner en termes d'asservissement managérial lorsque les directions promeuvent des décisions inéquitables, voire injustes? Voilà, alors asservissement, c'est un mot un peu fort. Écoutez, c'est effectivement très compliqué. Là, on se trouve dans j'ai en tête un client avec lequel je travaille, qui a effectivement un mode de fonctionnement très directif. En tout cas, c'est ce qui est demandé par la direction. Et j'ai des managers qui, eux, au contraire, ont un mode de fonctionnement, je dirais, qui est plus collaboratif, etc. Donc là, c'est tout le travail du manager à montrer l'efficacité de son management. Et c'est des chocs de culture qui peuvent exister effectivement aujourd'hui. Moi, ma conviction, elle est d'aider le manager. Elle est d'aider le manager. Voilà. Donc le DDD à être à la fois plus à l'aise dans son mode de fonctionnement, parce que c'est là où il va être le meilleur, et de l'aider aussi à expliquer à son N+1 pourquoi il le fait. Dans la relation de coaching, il y a bien évidemment la relation avec le manager, mais souvent on travaille beaucoup sur la relation avec le N+1 aussi. Voilà. Donc c'est comment aider le manager à faire passer des messages pour montrer que son style de management est le bon. Voilà. Merci. Une question? Oui, vous avez parlé d'objectifs et d'indicateurs. Ces indicateurs, comment vous les matérialisez? Est-ce que c'est des indicateurs de l'employeur qui va constater et vous dire, le coaché qui va vous faire un retour, un feedback de ce qu'il a pu vivre dans telle ou telle situation? Là, je vois les indicateurs d'ouverture, écoute de ses collaborateurs. Donc, est-ce que ce sont les remontées qu'il vous donne? Ou bien, les personnes qu'il manage, les 6 ou 8 de M. Turbico, vont avoir un moment... une action, quelle qu'elle soit, de retour? Alors le retour, c'est premier, c'est le retour du manager lui-même,
il va dire effectivement qu'il passe plus de temps, qu'il est plus à l'écoute, mais ça va être aussi lors de la réunion du bouclage, ça va être le rôle du manager, du N+1, qui joue de toute façon toujours un rôle très important dans le coaching et qui va dire effectivement moi, je constate que Monsieur Turbigo, effectivement, passe plus de temps. Je constate qu'il y a une meilleure ambiance. Je constate que effectivement, il a un management beaucoup plus individualisé avec telle et telle personne. Voilà, c'est vraiment du constat, c'est vraiment de l'observation. C'est comment je peux observer, comment je peux constater le comportement, le changement de comportement. Hein, on est vraiment sur du changement de comportement. Et le DRH va faire la même chose. Il va dire oui, effectivement, je constate qu'il y a une meilleure ambiance. Je constate que, eh bien, dernièrement, il y a moins de demandes de mobilité. Parce que dans cet exemple-là, il y avait des personnes qui demandaient des mobilités parce qu'ils ne pouvaient plus travailler avec Monsieur Turbigo. Donc ça peut être aussi un élément très concret. Des personnes qui disent ben non, finalement, ok, il a changé, il est plus à mon écoute, je passe plus de temps avec lui, il me laisse plus d'autonomie, il est moins stressé. Et donc ça, c'est comportemental. D'accord. Et votre avis, est-ce qu'il faut que les personnes dont le coaché a le management à la charge, est-ce que vous pensez que c'est important que ces personnes aient connaissance qu'il y a un coaching ou pas? Les personnes, là il y a une confidentialité, ça c'est au DRH et au manager de voir. Généralement, ça reste confidentiel. Mais ça, c'est au libre arbitre des managers, au libre arbitre des RH. Mais généralement, ça reste assez confidentiel. Confidentiel, Oui. D'accord. Ça peut être aussi intéressant que les personnes dont le manager coaché a la charge aient connaissance qu'il est en cours de coaching sur 6 ou 8 mois pour se dire, bon, ben, on va essayer de constater, on va laisser aussi le temps faire et on va observer. Donc ça peut être, il y a deux écueils, si je veux dire. Là, je dirais que moi, je vois les deux cas. Je vois les deux cas. Et je constate aussi que le coaching, c'est aussi une preuve de confiance. Clairement, une entreprise qui coach un collaborateur, c'est une entreprise qui investit dans sa valeur, dans la valeur humaine. Et donc, ça peut être un très bon, effectivement, message de passer pour les collaborateurs ensemble et pour l'entreprise, de dire, ben voilà, nous, on coach les personnes dans lesquelles on croit, dans lesquelles on a envie d'investir. Donc je pense que effectivement, il y a des cas où on peut pas le dire, et puis il y a des cas où ça vaut le coup de le dire. Comme quoi l'entreprise s'occupe effectivement de ses collaborateurs, au même titre qu'elle fait de la médiation, au même titre qu'elle utilise des psys. Voilà, c'est vraiment. Ça répond à votre question ?